bienvenue. Pour commencer ce petit échange donc, avec Brigitte Gauthier, avec Camille Brunel, avec vous-même, j'aurais peut-être aimé savoir quels avaient été vos sentiments, votre ressenti la première fois que vous avez visionné ce film, qui, il faut bien l'avouer, ne laisse pas indifférent. Je ne sais pas qui veut se lancer en premier. On va commencer avec Camille Brunel, alors peut-être. Bonsoir, Dites-nous donc tout, vous bonsoir. nous entendez, c'est bon, ok. On vous entend. Alors moi j'ai découvert le film cet après-midi pour me donner l'impression que j'étais dans le monde réel avec vous, le plus possible. Et je l'avais pas vu et j'ai été soufflé par la très longue scène finale que vous avez encore toute fraîche dans la tête parce qu'on la voit pas du tout venir. On est dans une sorte de petit décor pastoral, on se croirait chez Gringoin au refuge. Et en fait, le tracteur arrive comme une sorte de Godzilla, comme une sorte de monstre. On sent qu'il y a le son qui se dérègle et les enfants qui disparaissent. Alors qu'on l'avait presque oublié, le film nous rapproche tellement de la truie, de Gunda, que on oublie comme elle, on se met à ignorer comme elle ce qui va arriver à ses enfants. Et si bien qu'on se prend le choc de plein fouet et on se prend à espérer qu'ils vont revenir, quoi. Que Gunda finit bien et que c'est effectivement un sanctuaire. Et je me suis demandé jusqu'au noir, terrible noir du générique, si les cochons allaient revenir, ce qui est stupide. Enfin, je veux dire, c'est un film sur les cochons, quoi. Donc ça m'a vraiment pris de court. Brigitte Gauthier, même chose, vous avez aussi été touchée, marquée par cette scène finale? Oui, absolument, parce que on est resté tellement à leur hauteur pendant tout le film. On s'est tellement approché d'eux, si près de tous ces animaux, dans une ambiance très familiale. Et tout à coup, oui, c'est un peu le choc. Euh, Nous, on baigne surtout dans des images d'élevage intensif habituellement, où la violence est omniprésente dans le système même, quand les petits sont arrachés des mères, etc. Donc, il y a une violence intrinsèque à l'élevage intensif. Et là, du coup, ça avait l'air effectivement complètement apaisé, etc. Et en fait, on est percuté en fait, par la réalité d'un système de production, finalement, où les animaux ne sont finalement que des produits, et peu importe les sentiments qu'ils nourrissent les uns envers les autres, le système de production, de toute façon, broie ces relations, broie les avenirs, en fait. Vous êtes la scientifique, je vais dire, de la soirée. Vous travaillez dans le domaine justement du bien-être animal, que vous connaissez bien, domaine important. À votre tour, donnez-nous votre ressenti finalement. Je pense que ces images ne laissent personne indifférente. Donc, c'est vraiment ce qu'on voit, c'est la nature. On a l'impression qu'il n'y a plus, oui, vraiment plus de gens, plus de personnes, plus de monde extérieur. Et à ce moment-là où le tracteur vient, comme le monsieur il a dit, monsieur Brunel, là on se rend compte que toute l'histoire qu'on s'est fait dans la tête, maintenant c'est pas vraiment ce qu'on attendait, quoi. On se situe où avec ce film? Est-ce qu'on est face à un exercice cinématographique pur et dur, ou bien est-ce qu'on est dans un nouveau type de documentaire militant? Brigitte Gauthier, vous avez justement évoqué parfois des images très dures, des images chocs que notamment votre association mettait en avant. Est-ce qu'ici on découvre quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de mettre en avant le bien-être animal, ou la réalité animale peut-être? Oui, je pense. Enfin, vraiment, on est dans l'observation. Quelque part, on est des intrus là au milieu. Enfin, ça donne vraiment un autre angle de vue, où vraiment on est au plus proche des animaux. On a l'impression qu'ils sont là, qu'ils sont paisibles, et que ça va durer tout le temps de cette façon-là, telle qu'on peut imaginer, rêver les relations qu'ils peuvent avoir entre eux, la vie qu'ils pourraient avoir, etc. C'est
effectivement pas le travail qu'on fait avec L214, où nous, on va plutôt être dans essayer de montrer la réalité de ce qui se passe pour l'écrasante majorité des animaux qui sont notamment élevés pour la consommation alimentaire, que ce soit pour la viande, le lait, les œufs, et puis on pourrait parler des poissons, mais alors là, on est encore plus loin d'eux. Mais oui, enfin, il y a ce côté, en tout cas, d'essayer de s'intéresser, d'essayer de voir au plus près, d'essayer de juste se poser et essayer d'observer, simplement. Alors nous, c'est ce qu'on essaye de faire aussi par des images qui sont beaucoup plus dures parce que représentatives, enfin pour les cochons, de 95% des cochons en France qui sont élevés dans des élevages intensifs sur des caillebotis. Donc ce type d'images-là, on peut les recueillir quasiment uniquement dans les quelques refuges qui recueillent des animaux qui proviennent parfois d'élevage intensif, comme c'est le cas par exemple pour le refuge Groing-Groing, effectivement, qui est dans la Sarthe par exemple, mais d'autres dans la ferme des Nids de Cochons, plus proche de vous, en Alsace, ou des choses comme ça, quoi. Donc, est-ce que c'est une nouvelle forme? Je pense qu'il y a probablement d'autres images qui ont été tournées de cette façon-là, en essayant de montrer au plus près les animaux, mais sans doute pas avec ce coup à la fin qui nous prend tous à revers, où on se dit bah oui, on est dans un refuge, on est dans une bonne ambiance, et puis à la fin, ça nous laisse un peu gloops, un petit peu désemparés. C'est une grande violence finalement, hein, la fin du film. Complètement. Ouais, ouais, ouais. Et ça résume en fait quelque part la violence de notre système alimentaire aujourd'hui. C'est-à-dire que pour obtenir de la viande, pour obtenir du poisson, on pourrait parler du lait et des œufs aussi, c'est un système d'une grande violence vis-à-vis des animaux. Et même en essayant de le faire le moins violemment possible, on se rend compte que nécessairement, ça implique de toute façon, inexorablement, de la violence vis-à-vis des animaux. Et là où le film est violent aussi, c'est qu'on s'attache à une personne, en fait. On s'attache à Gunda en tant que personne. On voit, on découvre son monde, et en découvrant ce qui l'entoure, en découvrant son passé, sa mémoire, sa perception de la vie, en fait, et de l'univers, on comprend qui elle est. Et ce qui se passe à la fin, du coup, ça arrive à quelqu'un. Et c'est vrai que tout ce qu'on voit, que ce soit les vidéos L214 ou un film comme Gorge Cœur Ventre de Maud Alpi, à chaque fois, il y a une sorte d'effet de masse qui noie l'individu, qui fait qu'on voit le système industriel de la mort animale à l'œuvre, mais on n'a pas le temps de s'attacher à un animal en particulier, ni à qui il est, ni à ce qu'il a vécu avant, quoi. Et c'est là que Gunda est particulièrement fort. Et c'est là qu'on ressent cette violence avec une acuité particulière, c'est parce qu'on s'est attaché à un animal, quoi. Finalement, est-ce qu'on ne connaît pas mal la vie des animaux? C'est parfois ce qu'on constate quand des enfants vont visiter pour la première fois une ferme. Même quand ils ont 7-8 ans, on a l'impression qu'ils découvrent la réalité de la vie animale. Oui, et ce qu'on connaît mal aussi, c'est ce qui se passe en fait à l'intérieur de leur tête, et qu'on peut découvrir en les regardant suffisamment longtemps, en fait, sans qu'il y ait à prétendre que c'est extrêmement mystérieux ou insaisissable. Finalement, on voit très bien pendant ce plan à la fin qu'il n'y a pas de mystère insondable de l'intériorité de Gunda. On voit qu'elle n'est pas dressée, on voit cette vraie truie, qui n'est pas une image de synthèse, se pose vraiment la question d'où sont partis ces petits, puisque il n'y a pas de coupe, en fait. C'est un plan séquence, c'est un plan qui dure très longtemps. Et donc, on a tout le temps d'observer les micro-grognements, le moment où elle se tourne vers la caméra, où elle nous regarde très fort, où pour le coup, l'animal était en train d'interroger le caméraman et les humains derrière la caméra, très probablement. Et on sent qu'il n'y a pas d'anthropomorphisme, là, il n'y a pas d'invention. On est face à quelque chose de flagrant, qui est cet animal qui n'avait pas grand-chose, qui ne comprenait pas grand-chose du monde, et dont on lui enlève quand même, et le peu qu'elle comprenait, elle ne le comprend plus, quoi. Ça résonne un peu comme une évidence, et pourtant il a fallu longtemps avant que, notamment dans les législations belges, françaises, je ne sais pas ce qu'il en est au Luxembourg,
l'animal soit considéré comme un être sensible. C'est paradoxal finalement. Ah, oui, pardon, allez-y. Ici au Luxembourg, depuis la nouvelle loi sur la protection des animaux, depuis 2018, la dignité, le bien-être animal, la sécurité et la protection de la vie sont ancrés dedans. Donc, c'est vraiment tout le volet qui y est pour les besoins spécifiques à l'espèce, pour ce qui est en rapport avec l'alimentation, l'abreuvement, le mouvement, l'exercice, les soins quand ils sont malades et tout. C'est vraiment tout ancré dedans. Et donc, c'est vraiment une loi déjà très progressive, on va dire, si en France et en Belgique, c'est pas encore le cas. Brigitte Gauthier, vous vouliez réagir par rapport à ça, à ce temps qu'il a fallu avant que finalement l'animal sensible soit reconnu? Oui, pour la France, du coup, c'est en 1976 que pour la première fois dans le code rural, à l'article L214, dont notre association tire son nom, les animaux sont reconnus en tant qu'êtres sensibles. 2015, dans le code civil, une harmonisation des codes pour qu'ils soient reconnus comme êtres doués de sensibilité. Néanmoins, le fait que ce soit inscrit dans la loi, malheureusement, ça ne change pas grand-chose. Et on a vu aussi évoluer toutes les recherches scientifiques. On a vu beaucoup de recherches scientifiques arriver, notamment en 2012, la déclaration de Cambridge qui reconnaît que les animaux sont des êtres conscients pour la majorité d'entre eux, en tout cas pour ceux qu'on mange, et tous les mammifères qu'on mange et les oiseaux. Et du coup, dans la loi en elle-même, ça n'a rien changé. C'est-à-dire que vous pouvez toujours mettre des poules dans des cages, que vous pouvez toujours enfermer des truies dans ces espèces de grandes stalles où elles peuvent juste se lever, se coucher, les petites têtes à travers les barreaux, par exemple. Ils sont élevés au-dessus d'un sol ajouré en béton qu'on appelle le caillebotis. Leurs excréments passent à travers, mais finalement, ils sont élevés au-dessus de leurs excréments, alors que les cochons sont des animaux très propres qui, quand ils ont l'espace pour le faire, ils ont vraiment leurs espaces de vie distincts de leurs espaces de toilettes, etc. etc. En fait, toutes ces découvertes d'éthologie, de sciences cognitives, de neurosciences, etc., aujourd'hui, elles ne sont pas traduites dans notre comportement vis-à-vis des animaux, mais pas dans nos lois. Enfin, nos décisions politiques devraient reposer sur la science. La science nous dit que les animaux sont des êtres doués de sensibilité, conscients, et pour autant, ça ne change rien. On les considère encore comme de la nourriture, alors que tout nous montre que ce sont des cohabitants avec, justement, on le voit très bien avec Gunda, sujet d'inquiétude, sujet d'affection, enfin, voilà, un sujet de leur propre vie. Il y a la loi et puis il y a l'esprit de la loi. Finalement, quand vous allez sur le terrain, évidemment que vous avez la législation qui vous donne des balises, qui vous guide, mais à côté de ça, on imagine aussi que vous avez une sensibilité par rapport à des situations données ou par rapport à la situation vécue des animaux. Comment est-ce que vous gérez tout ça? On va dire, on doit agir en vigueur de la loi. Ça, c'est la première des choses. Et avec la nouvelle loi, on a plus de possibilités maintenant, quand même. Donc, mais c'est, comme Madame Gauthier elle a dit, c'est parce que c'est inscrit, c'est pas que c'est tout de suite sur le terrain. Par contre, maintenant, ça va faire 3 ans que la loi est là. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites, quoi. Par exemple, on a un projet de loi pour la castration des porcelets qui va plus faire à vif, mais seulement sous anesthésie. Je ne sais pas si ça existe en France, mais Ah non. ici, en tout fin cas... 2021 en France. En 2000? C'est fin 2021 en France, c'est inscrit Ok. dans la réglementation, oui. Oui. Et donc, il y a quand même on ne peut pas, par exemple, faire le broyage des poussins ici au Luxembourg. On ne peut pas tuer des animaux pour à cause économiquement, quoi. Vous sanctionnez chaque année? Il y a des constats qui sont faits quand même d'infractions? Oui. Oui. Et aussi, c'est que je crois que beaucoup de gens ne savent pas que vraiment les exploitations sont mais vraiment contrôlées. Moi, j'ai l'impression tout le temps, quoi. Donc, il y a vraiment des checklists pour le bien-être animal qui sont faites et il y a des sanctions quand c'est pas respecté. Est-ce que c'est pas dû aussi à la
taille du pays, quelque part, puisque je pense qu'en France, évidemment, le pays est plus grand. On a affaire sans doute à des exploitations plus grandes, à des abattoirs plus grands. J'imagine qu'il y a des contrôles aussi, mais force est de constater quand même que régulièrement, l'association notamment de Madame Gauthier met en avant des images Bah, ça, difficiles à voir et qui sont réellement indignes. Hein. bah alors là, moi, c'est difficile à juger, quoi, parce que moi, je travaille pas en France, je sais pas vraiment les circonstances là, mais ce que je peux dire ici, au Luxembourg, vraiment, même quand on a des notifications, des plaintes de gens qui nous disent allez voir là, si c'est des animaux de rente, des nacs, des animaux de compagnie, on y va, quoi, et on fait un constat, et si c'est vraiment, il y a un problème, on essaie de les résoudre. Il faut aussi dire, on essaie de les résoudre d'abord. On va pas faire comme souvent cru, tout de suite des saisies ou je ne sais pas quoi, parce que souvent, c'est pas parce que les gens veulent maltraiter leurs animaux. Souvent, c'est parce qu'ils ont une situation difficile ou qu'ils ne savent pas, ou on peut toujours dire, ils devraient savoir, mais on doit beaucoup savoir dans la vie. Donc, d'abord, c'est pour aider, et puis, si ça ne s'améliore pas, alors on agit, quoi. C'est ce qu'on entend souvent. Je ne sais pas si Camille Brunel ou Brigitte Gauthier seront d'accord avec ça. C'est évidemment, on le sait, ce grand désespoir du monde rural et on entend régulièrement dans les cas de maltraitance des agriculteurs qui disent mais écoutez, moi j'ai perdu pied, c'est vrai, je me suis plus occupé de mes animaux. Est-ce que ça, entre guillemets, ce sont des excuses recevables? Brigitte? Moi, je distinguerais plusieurs choses. Donc, il y a effectivement des éleveurs qui perdent pied parce que la situation, elle est super compliquée. En fait, on a un système qui broie des milliers de vies, celle des animaux évidemment, mais aussi celle d'un certain nombre d'éleveurs. Hein. Le revenu en France des éleveurs est assez bas. L'endettement, par exemple, moyen d'un éleveur de cochons, c'est 430 000 euros. Donc, c'est juste complètement énorme. Donc, effectivement, il y a des gens qui sont noyés sous les dettes avec beaucoup de difficultés. Mais il y a aussi, surtout, un système qui fait qu'on entasse des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'animaux dans des bâtiments fermés, sans aucun accès à l'extérieur. Enfin, il y a une maltraitance déjà qui est juste structurelle de par les conditions de vie qu'on impose. Alors après, il y a des conditions de vie qui sont un peu moins pires où les animaux ont accès à l'extérieur, mais ça n'empêche pas encore un certain nombre de mutilations qui leur arrivent, de séparation. Et puis de toute façon, au bout d'un temps finalement très court, c'est l'abattoir qui les attend. Hein. On ne tue pas des animaux qui sont vieux, en fin de vie. Enfin, c'est pas pour les soulager de grandes souffrances qu'on les tue. Hein. C'est vraiment parce qu'on veut les manger. Et du coup, les poulets, ils ont un mois de vie à peu près quand on les tue, par exemple. Donc, on n'est pas dans une démarche altruiste vis-à-vis des animaux dans la consommation de viande. Donc, il y a des situations vraiment distinctes. Il y a des situations où la réglementation n'est pas respectée. Et effectivement, ça peut arriver parce que y a des gens qui perdent pied, mais quand on filme dans les abattoirs, ce n'est pas des abattoirs qui ont perdu pied, c'est juste qui foulent au pied la réglementation. Quand on a montré nos images 2015-2016, il y a eu un audit qui a été demandé par le ministère de l'Agriculture en France qui montrait que 80% des chaînes d'abattage d'animaux de boucherie présentaient des non-conformités. Or, quand on dit non-conformité, ça veut dire des souffrances accrues pour les animaux qui sont déjà dans les abattoirs, donc un lieu de violence extrême pour eux. Ensuite, il y a la maltraitance qui est structurelle, c'est-à-dire que par la structure même de l'élevage, vous induisez un certain nombre de souffrances. Les animaux qui sont élevés dans des cages, c'en est une. Les mutilations, toutes les mutilations à vif, c'en est une autre. Les séparations des mères avec leurs petits, on les retrouve notamment dans l'industrie du lait, par exemple. Voilà. Et là, on va être sur vraiment du structurel. Et donc, les questions qu'on pose, nous, il y a la question du respect de la réglementation, bien sûr. Il y a la question d'une réglementation qui permet encore tout un tas d'horreurs sur les animaux. Et puis, il y a la question de la légitimité de continuer à tuer des animaux pour les manger, à les élever par dizaines de milliers. En France, on tue plus d'1 milliard d'animaux chaque année, animaux terrestres, ça compte même pas les poissons, juste pour les manger. Et donc, poser la question de la légitimité de continuer de faire ça au XXIe siècle, alors qu'on a d'autres possibilités. Et si au Luxembourg, vous avez un système de contrôle qui est efficace, qui a des sanctions qui sont dissuasives quand il y a besoin de les mettre,
C'est effectivement pas le cas en France, mais je pense qu'au Luxembourg, vous importez quand même pas mal de produits d'origine animale qui viennent de France. Et là, pour le coup, vous n'avez pas ce regard sur de quelle façon ont été élevés, transportés, tués les animaux que vous consommez. Mm. C'est ce que Camille Brunel disait peut-être tout à l'heure. Est-ce qu'une des difficultés qui est d'ordre psychologique, c'est qu'on refuse parfois d'associer ce qu'on a dans son assiette avec peut-être l'animal qu'on croise le matin sur la route en allant au travail et qui est dans sa pâture? Exactement ça, ouais. C'est que cette violence, elle est structurelle, comme disait Brigitte, mais elle est aussi structurellement refoulée, puisque tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne doit pas maltraiter un animal sans raison, sans extrême nécessité. Et c'est pour ça que les végétariens et les véganes appuient là où ça fait mal, même sans rien dire, par le simple fait d'exister sans être en état de malnutrition profonde, puisque ça pose la question de la nécessité de manger de la viande. Et alors, ce qui est curieux, c'est que ce refoulement, il joue aussi au niveau du cinéma. Très souvent, quand il est question de films sur l'élevage, on va avoir des élevages bovins. Parce que l'élevage bovin permet, c'est très relatif, mais finalement, il y a pas énormément de mutilation. Alors, on écorne les vaches, bien sûr, mais on ne va pas aller castrer les petits ou leur couper le bec comme on fait aux vaches. Et puis, les vaches, elles sont dehors. Il y a une image très idyllique qui apparaît très vite, qu'on fait moins apparaître avec les cochons. Et c'est là que c'est intéressant avec Gunda. En ce moment, en France, il y a une pub Lidl qui est assez étrange où on voit un paysan donner à manger à une vache, mais en fait, il tend la main, on a l'impression qu'il demande de l'argent puisqu'il est en train de nourrir la vache. Et Lidl explique qu'il donne 5 centimes à chaque fois qu'on achète chez eux aux agriculteurs. C'est quand même une manière de mettre en lumière, malgré eux, il y a encore un acte manqué ici, en fait. De mettre en lumière le fait que ces agriculteurs ne sont pas payés comme ils devraient l'être. Et puis, il y a aussi cette vache qui est le cache-misère de la réalité de l'élevage, qui n'est pas tant l'élevage bovin que l'élevage de cochons. Et c'est là qu'on reconnaît donc, que Gunda est un film militant, c'est qu'il met en avant le cochon, l'animal cochon, alors que quand on parle plutôt à des gens qui vont essayer de défendre l'élevage et la consommation de viande, on va mettre en avant les vaches. Or, Gunda étant réalisé par un végétarien et produit par un vegan, Joaquin Phoenix, on va plutôt aller mettre la caméra sur le cochon et mettre en avant sa proximité avec les chiens ou ce genre de choses. Et je voudrais souligner une autre chose aussi par rapport à ça, c'est que l'industrie de la viande est elle est consciente que chaque fois que la relation est faite entre la viande et l'animal, c'est pas un argument de vente pour à la commission d'enquête parlementaire sur les abattoirs. C'était Jean-Paul Bigard, qui est président de Bigard Socopa Charal, donc un des leaders en France de l'industrie de la viande. Et il a bien dit que son entreprise investissait des sommes considérables, grosso modo, pour essayer de gommer ce lien entre la viande et l'animal. Il disait bien qu'il y a quelques années en arrière, éventuellement, il pouvait faire des pubs dans lesquelles apparaissaient les animaux. Aujourd'hui, ils essayent absolument de ne plus du tout faire apparaître d'animaux. Le lien doit être brisé pour que cette dissonance cognitive, ce paradoxe de la viande entre d'un côté je ne veux pas faire de mal aux animaux et de l'autre côté chaque fois que je plante ma fourchette, j'en induis malgré moi, pour essayer d'éloigner le plus possible la pensée de ce simple fait. Il y a un très gros travail qui est fait des lobbies de l'industrie agroalimentaire. Je tente ma chance quand même, je me doute un petit peu de la réponse. Est-ce que vous, dans vos services, vous sentez aussi parfois le poids de ces lobbies, ou en tout cas peut-être le poids que les lobbies font peser sur le monde agricole quand vous les visitez? De la viande maintenant? Oui, par exemple de la viande. Non, moi, je sens rien de ça. On ne sent, vous ne ressentez jamais d'influence de... Je ne travaille pas dans la santé publique, mais j'ai jamais entendu que là, il y a de la pression de la lobby pour faire sur nous, en tout cas, en inspection vétérinaire, qu'il y a de la pression là-dessus. Vous êtes totalement indépendant, oui. Et vous vous tenez à l'abri de ces pressions. Ben oui. Et vous, on ne le sent pas, alors oui. Oui, et vous, L214, j'imagine que ces pressions, vous les remarquez à différents étages en quasi-permanence.
En quasi-permanence. Alors, sur nos épaules à nous, en France, il y a une convention qui a été passée entre, le ministère de l'Intérieur, la gendarmerie et 2 syndicats agricoles qui prônent, enfin, qui sont favorables au modèle d'élevage intensif et qui détestent cordialement, L214. Et du coup, il y a cette convention qui est passée avec la cellule Déméter qui met sous surveillance, les mouvements pour les animaux. Donc, très clairement, on sent bien qu'on a cette pression. On la remarque aussi, peut-être plus près, là, il y a quelques semaines, hein, nous, on édite un journal pour les jeunes qui s'appelle Mon Journal Animal, qui est édité pour les 10-14 ans, qui est très, très chouette, qui est vraiment adapté à ce public avec des questions d'éthologie, les futurs métiers qu'on peut faire si on s'intéresse aux animaux, enfin voilà, plein d'activités comme ça pour les jeunes. Évidemment, dedans, pas d'image d'abattoir, etc. Vraiment, on essaye plutôt de maintenir ce respect que les enfants ont spontanément, finalement, vis-à-vis des animaux. Et on a eu droit à un tweet de Christiane Lambert, qui est la présidente de la FNSA, donc le principal syndicat agricole de France, le majoritaire, qui a dénoncé le fait que ce journal animal ait pu arriver jusque dans les écoles. Et ça a été suivi d'un tweet de notre ministre de la Viande, Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, suivi d'un tweet de Jean-Michel Blanquer, notre ministre de l'Éducation. Enfin, on avait vraiment été mis à l'honneur par les ministères pour dire que c'était quand même scandaleux qu'un journal d'une association de défense des animaux puisse arriver dans les mains des enfants, alors que par ailleurs, on ne les a pas entendus se prononcer sur les animations dans les écoles faites par Interbef, qui est l'interprofession des éleveurs bovins, la présence des chasseurs dans les écoles, etc., etc. Et ces lobbies, ils sont très présents dans les commissions. Par exemple, en France, on a un décret, un arrêté qui date de 2011, qui instaure finalement les repas types qui doivent être servis dans les écoles, qui rend obligatoire un certain nombre de produits. Eh bien, figurez-vous que les lobbies du petit pois n'étaient pas présents à ce moment-là, mais par contre, ceux de la viande, ils étaient bien présents, puisque vous avez une fréquence de présentation de la viande et les produits d'origine animale doivent être présents à chaque repas servi en France, produits laitiers à tous les repas. Donc vraiment, on sent qu'il y a quelque chose. Et Dominique Bussereau, qui a été ministre de l'Agriculture début des années 2000, répondait à un documentaire par la suite et disait qu'au moment où il allait où il avait été pressenti pour le rôle de ministre de l'Agriculture, il avait reçu un coup de téléphone du représentant, du président de la FNSEA de l'époque, et il avait eu le sentiment de passer un entretien d'embauche. Voilà, et pour Julien de Normandie, l'actuel ministre de l'Agriculture, on a bien vu que Christiane Lambert était la première à être reçue 2 jours après. Je pense qu'il n'avait pas du tout eu le temps de sortir ses cartons. Voilà, elle était immédiatement dans son ministère. Donc on a un poids très, très important de ce syndicat en France. Alors la France, c'est quand même un grand pays agricole avec une production très, très importante, mais on le voit par rapport aux associations comme la nôtre qui remettent en question le modèle industriel d'une part, et puis qui questionnent vraiment notre rapport aux animaux d'autre part. Et puis aussi par rapport aux associations écologistes qui remettent en question les pesticides, l'utilisation d'OGM, etc. Et donc, on a une très forte pression, effectivement, qui s'exerce aussi, on a le sentiment, en tout cas, sur les services vétérinaires. Quand on a montré les images de l'abattoir de Sobéval au mois de février l'année dernière, la communication, donc nous, on a montré des infractions à la réglementation qui étaient visibles sur les images. C'était pas quelque chose de très technique à voir. Et la réaction des services de l'État à ce moment-là, des services vétérinaires, mais aussi du ministre de l'Agriculture, ça a été de dire, mais non, il n'y a pas d'infraction, c'est sous contrôle, on a contrôlé, etc. Puis il y a des services vétérinaires qui sont là en permanence dans les abattoirs. Sauf que un mail a fuité, un mail d'échange au sein du ministère de l'Agriculture, qui est arrivé jusque dans nos mains par l'intermédiaire d'une autre association de défense des animaux qu'on remercie au passage, mail dans lequel, en fait, la veille de la sortie des images, un journaliste leur avait envoyé nos images et ils avaient échangé dessus en disant « Ouh là là, oui, il y a des non-conformités indéniables, voire majeures ».
Sauf que le discours officiel qui a été tenu après, c'était de dire que non, tout allait bien dans cet abattoir. Et donc, le ministère, une fois qu'on a révélé ces emails, a rétropédalé en disant que oui, peut-être. Voilà. Et on l'a vu de nouveau sur l'élevage de cochons sous contrat avec ERTA, préférence ERTA, qu'on a montré au mois de décembre, où le premier rapport des services vétérinaires dit grosso modo il n'y a pas de non-conformité majeure, tout va bien dans cet élevage, et où on remontre de nouveau des images là début 2021 du même élevage, en remontrant les mêmes infractions qu'on avait montrées dans les images qui étaient sorties en décembre, et où là ils sont obligés de rétropédaler aussi en disant oui, enfin, il y avait des non-conformités, mais voilà, et ils listent les non-conformités qui sont celles, effectivement, qu'on a montrées. Donc, on essaye de nous faire passer, la pression qui est faite sur nous, c'est qu'on essaye de nous faire passer pour des menteurs, etc., quand c'est en fait l'inverse, où il y a des discours qui se veulent rassurants et qui sont malhonnêtes, en fait. Vous remettez inlassablement l'ouvrage sur le métier, mais la clé pour faire face à ces lobbies qui, je ne suis pas dans les comptes de L214, mais on imagine que financièrement, ces lobbies sont sans doute plus puissants que votre association, bien plus puissants. C'est quoi la clé demain? C'est la pédagogie C'est la rigueur, c'est la pédagogie, effectivement, et puis c'est surtout le soutien. On a aujourd'hui 48 000 membres à l'association, donc on a un très fort soutien. On a un très fort soutien sur les réseaux sociaux aussi. Et puis, je crois que la rigueur de notre travail fait que les journalistes nous font confiance. Quand on leur envoie des communiqués de presse, voilà, enfin, ils sont critiques par rapport à ce qu'on leur envoie. Des fois, ils nous renvoient des questions et tout ça, mais ils savent que ce qu'on montre, on apporte des preuves de date, des preuves de lieu. C'est pas juste les images qu'on balance. Derrière, il y a tout un dossier qui s'appuie sur les textes réglementaires, sur les textes scientifiques, sur les textes de la profession aussi, les parutions professionnelles, de façon à montrer en quoi ces images qu'on va montrer, elles s'inscrivent dans un paysage beaucoup plus global, elles sont représentatives de ce qui se passe effectivement. Quand on montre des poules élevées en cage, alors quand on les montrait en 2008, ça représentait 80% des poules pondeuses. Aujourd'hui, fort heureusement, ça baisse grâce à l'action justement des associations de défense des animaux, dont L214, mais voilà, l'action des ONG, elle se situe là. Encore 47% aujourd'hui. Quand on montre des images d'élevage de cochons, ça représente 95% des images, et on sait reconnaître aussi quand ça ne les représente pas. On a montré au mois de janvier un véritable charnier, un élevage d'un exploitant qui était complètement laissé à l'abandon. Ça a été la même chose sur un élevage de canards pour le foie gras à un moment. Là, on sait qu'on est plutôt dans des situations exceptionnelles, et on ne va pas dire ah bah oui, c'est le cas général, c'est toujours comme ça que ça se passe, ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, dans la structure, quand on peut le dire, bah oui, on va dire bah oui, quand vous voyez des poules en cage, que vous soyez dans cet élevage-là ou dans celui du voisin, vous avez grosso modo le même état des animaux complètement déplumés, C'est des poules pondeuses qu'on voit dans entassés Gunda. les uns sur les autres. C'est pas des poulets de chair, c'est des poules C'est pondeuses. des poules pondeuses qu'on voit dans Gunda, oui. Ouais. Donc voilà, qui sont bien emplumées et qui ont l'air plutôt sympas. Mais quand elles sortent des caisses, on voit, elles ont les stigmates de leur vie passée, quoi. Est-ce que vous qui êtes militant et vous qui êtes professionnel sur le terrain dans le secteur du bien-être animal, est-ce que vous sentez que maintenant, en 2021, on est à un moment de bascule, que les choses évoluent fortement, qu'il y a des situations que le grand public ne veut plus, ne peut plus tolérer? C'est le fruit de votre travail, mais c'est aussi peut-être le fruit de l'arrivée d'une nouvelle génération qui est plus sensible à ces questions-là. Est-ce que vous vous en rendez compte aussi? Oui, je pense bien. C'est une question. Je pense aussi c'est pour ça que la loi sur la protection des animaux a été révisée, quoi. Le terme de bien-être animal est beaucoup plus dans la société. Les gens sont beaucoup plus conscients de ce qu'ils mangent, ce qui se fait autour d'eux. Et donc, c'est un sujet très important et très intéressant aussi, parce qu'il y a quelque chose... On ne va pas dire que tout est bon, mais moi, je parle maintenant du Luxembourg. La plupart des fermiers ici font un bon travail et se font quand même beaucoup attaquer parce qu'il y en a,
comme dans chaque profession, qui font un moins bon travail. Et nous, on est là pour voir ce qui se passe et pour améliorer ceux qui doivent, oui, améliorer leurs conditions ou bien arrêter. Bah, arrêter, c'est beaucoup dire, c'est pas à moi de décider, mais c'est pour regarder ce qu'on peut faire. Et là, je crois vraiment qu'on a un bon outil avec la loi qu'on a maintenant ici au Luxembourg. Camille Brunel, vous sentez, vous aussi, qu'on est en train de... On est dans un mouvement qui s'accélère, le mouvement que vous défendez? Oui, oui, complètement. Et puis, vous nous demandiez l'avenir du mouvement. Il va aussi se jouer du côté du soft power, du côté du cinéma. Et on voit ce qui se passe quand une star hollywoodienne oscarisée produit un petit film comme Gunda, quoi, d'un réalisateur russe qu'on ne connaît pas. Et pourquoi il met son star power derrière? Et ben, voilà, au nom de la cause et pour mettre en avant cette idée qui va continuer de faire son chemin et qui est l'idée sur laquelle repose l'intégralité du militantisme animaliste, qui est la notion de personne animale. On va de plus en plus admettre, sans réserve, que les animaux puissent être des gens, et que donc d'emmener un animal à l'abattoir, c'est tuer quelqu'un. Les Et cohabitants de ça, la planète, c'est ce qu'on... voilà. Considérons-les, c'est ça, comme les cohabitants de notre planète, c'est ce qu'on... Ouais, oui, voilà, les voisins, les cousins, ce que vous voulez. Et ça, il y a de plus en plus de films qui le montrent. Déjà parce que de toute façon, maltraiter les animaux sur les tournages, ça fait longtemps que c'est interdit, mais voilà, pendant toute une époque, on se le permettait quand même. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est de moins en moins possible. S'il y a une once de maltraitance animale sur un tournage, ils savent qu'ils ne feront pas d'entrée, les mecs. Donc, les gens font de plus en plus attention. Et du coup, on se retrouve avec d'un côté les films à gros budget qui vont avoir des animaux en images de synthèse numérique, qui permettent d'éviter d'en avoir de vrais, et qui du coup permettent de les représenter sans avoir à les dresser. Et de l'autre côté, on va avoir des films comme celui de ce soir, où voilà, on met en avant une personne animale qui n'est pas anthropomorphisée, qui est réelle. Et il y a eu un autre film qui est sorti récemment, film d'autrice pour le coup, qui s'appelle First Cow de Kelly Reichardt, qui est assez connu dans le milieu du cinéma indépendant américain, et qui, pareil, s'attache à une vache. Et je pense que ça va se développer, si bien que voilà, l'idée que les animaux sont des personnes va devenir évidente. Et à partir de là, industrialiser leur mort deviendra de plus en plus insoutenable, quoi. De moins en moins refoulable, disons. Consommer de la viande et se vouloir néanmoins attentif au bien-être animal, c'est incompatible? C'est compliqué et ça demande une gymnastique intellectuelle que les gens vont forcément finir par se lasser de faire, surtout quand, au bout d'un moment, on aura la viande sans animaux. Alors, que ce soit, il y a deux choses, hein, quand on parle de viande sans animaux, il y a les simili végétaux qui existent déjà, qui sont très bons, j'en ai mangé hier. Et puis, il y a la viande qu'on appelle la viande cultivée qui va arriver, hein, alors qui sera fabriquée en laboratoire au début, puis qui sera fabriquée en usine après, comme toute la nourriture qu'on mange, et qui permettra d'éviter d'avoir à se taper la gymnastique intellectuelle pas possible. Et donc, effectivement, je pense qu'au bout d'un moment, les gens vont s'en fatiguer. Est-ce que parfois la radicalité de prendre la décision de ne plus consommer de viande n'est pas un frein aussi? J'ai encore lu récemment une interview de Brigitte Gauthier qui disait, moi jusqu'à 20 ans, j'ai consommé de la viande et puis voilà, j'ai passé le cap, sauté Moi, le pas, jusqu'à comme on veut. 27. Ben voilà. Est-ce que c'est pas justement un frein où les gens, le grand public se dit waouh, c'est un saut dans l'inconnu et puis c'est vraiment très exigeant, trop peut-être pour moi. Alors aujourd'hui, c'est pas tant exigeant que ça. Enfin, on s'en fait une montagne, hein, quand on a décidé, Sébastien et moi, Sébastien qui est aussi un des fondateurs de L214, d'arrêter de manger les animaux, on s'est dit: «Oh là là, on fait une croix un peu sur la gastronomie. Grosso modo, on va se priver de quelque chose parce que, on ne supportait plus l'idée qu'on fasse tuer des animaux pour les manger». Voilà, hein, Sébastien, il est petit-fils d'éleveur boucher maquignon, il voyait très bien de quoi il parlait. Il a assisté à la tuerie du cochon pendant toute son enfance. Et en fait, non, pas du tout. Enfin, il y a une gastronomie végétalienne, végane qui est absolument fabuleuse.
déjà d'une part, et puis au Luxembourg, vous pouvez vous vanter d'avoir le meilleur restaurant vegan du monde, paraît-il, donc Où on devait aller ce soir. où on devait aller ce soir après. Donc, on a bien noté, en tout cas. Donc, effectivement, il y a cette opportunité-là. Après, moi, je pense qu'on peut se soucier des animaux, même sans avoir franchi ce pas-là. Et d'ailleurs, c'est le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on interroge les gens, par exemple, 88% d'entre eux se prononcent en France comme étant opposés aux élevages intensifs. Je pense que les gens, profondément, se préoccupent du sort des animaux. Et maintenant, comme vous dites, il y a toute une habitude culturelle, il y a cette pression sociale aussi qui est là, qui fait qu'aujourd'hui, la façon la plus simple de se comporter sans se poser trop de questions, c'est de consommer comme tout le monde. Et comme tout le monde autour de nous mange de la viande. En fait, tout le monde mange de la viande parce que tout le monde mange de la viande. Et il y a quelques voix dissonantes aujourd'hui qui disent non, on peut très bien s'en passer. Regardez, nous on le fait depuis longtemps, depuis hier, voilà, je le ferai demain. Enfin voilà, il y a vraiment un mouvement de plus en plus fort sur cette thématique-là, qui montre que c'est tout à fait possible, que on a toujours notre joie de vivre, notre plaisir de manger, même quand on a arrêté de manger les animaux. Et voilà, il faut un petit peu aussi dédramatiser. Mais là aussi, on a l'industrie de la viande qui fait bien son travail, d'essayer de faire penser que c'est quand même obligatoire de manger de la viande, sinon on sera en mauvaise santé. Enfin, quand on entend le ministre de la Viande français dire non, mais les enfants, pour bien grandir, il faut qu'ils mangent de la viande. Enfin, oui, ça fait encore hurler d'entendre ça en 2021, par exemple. Mais le débat, il reste vif. On l'a vu avec Insupportable. Lyon, cette Exactement. décision de retirer la viande des cantines pour un repas, je crois, sur la semaine. Ce Et qui est même pas vrai les puisqu'il réactions reste du étaient. poisson. Oui, c'est même pas vrai. C'est un psychodrame qui a été complètement fabriqué politiquement pour pouvoir prendre des positions assez dures sur le sujet. C'est juste une attaque politique là qu'on a eue. Et il reste du poisson, donc c'est pas du tout végétarien en fait ce Non, qui se passe à Lyon. c'est juste sans viande. Mm. Voilà, et c'est par raison sanitaire, etc. Mais effectivement, ça a été instrumentalisé de façon... En fait, on ne peut pas avancer dans un climat serein en France aujourd'hui, puisque certains se plaisent à essayer de polariser. C'est-à-dire que d'un côté, il y aurait les mangeurs de viande, et de l'autre, grosso modo, je caricature, mais les mangeurs de tofu. Or, c'est pas ça. Il y a les gens qui souhaitent avancer sur la question animale, se préoccupent du sort des animaux et refusent, par exemple, aujourd'hui, enfin demandent l'interdiction de l'élevage intensif des animaux. Mais pour essayer de sabrer, de faire un croc en jambe à ce mouvement qui est extrêmement puissant aujourd'hui, qui représente vraiment beaucoup de gens, on essaye de caricaturer le débat de façon à passer à côté du débat. En fait, ce sont juste des essais de diversion par rapport à ces sujets qui devraient être sur la table aujourd'hui, puisque effectivement, ça regarde l'éthique vis-à-vis des animaux, mais par exemple, les questions d'élevage intensif, ça regarde aussi les questions d'environnement, de climat, les questions sociales vis-à-vis des éleveurs, ramasseurs de volailles, ouvriers d'abattoirs, les questions sanitaires. Là, voilà, nous, on ne peut pas venir au Luxembourg parce qu'on a un coronavirus. Et on sait très bien qu'une des fabriques, en tout cas des menaces sanitaires, des prochains virus, etc., qui peuvent nous toucher, ça peut venir de justement l'élevage de masse des animaux avec son corollaire, la déforestation, qui font que on fabrique des bombes à retardement du côté des virus qui peuvent nous atteindre. Et puis il y a aussi une question de partage des ressources. Donc sur des questions sur lesquelles il serait primordial d'avancer, aujourd'hui on est complètement bloqué, sans même parler d'abolir la consommation du corps des animaux et de prendre leurs produits, même sur des questions aussi basiques d'un traitement qui aujourd'hui est refusé par tout le monde pour les animaux, on n'arrive pas à avancer. En tout cas, c'est verrouillé en France d'une façon très très forte. On a une proposition de loi sur la maltraitance animale qui a été discutée au mois de janvier. Dedans, pas un mot sur les chasses les plus cruelles, pas un mot sur les conditions d'élevage ou d'abattage des animaux. L'excuse, ça a été de dire c'est un sujet clivant. C'est pas du tout un sujet clivant, puisque les sondages montrent bien que la majorité des Français sont pour qu'on avance sur ces questions.
Juste, il y a un ministère qui freine des cas de fer pour éviter qu'on avance sur ces questions-là. Et on se C'est demande, clivant au sein de l'Assemblée, quoi. oui, mais on se demande pourquoi, parce que même les éleveurs, ceux avec qui on est en contact aujourd'hui, nous disent: «Mais moi, je suis éleveur, je suis complètement endetté, j'ai envie d'arrêter, mais je peux pas, je suis tenu par les coopératives, je suis tenu par les syndicats, je suis pris au piège dans une espèce d'escalade à l'industrialisation qui continue même une fois qu'ils sont installés». Donc il y a vraiment une grande, enfin ce système-là, tout le monde est perdant en fait dedans. Est-ce qu'au Luxembourg, vous le sentez aussi, cette problématique qui frappe les agriculteurs, donc les investissements nécessaires pour grandir? On connaît la problématique du prix des terres agricoles, etc. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps d'en rencontrer certains qui vous disent ah, on voudrait bien réduire la voilure, on voudrait bien travailler autrement, travailler mieux, mais on ne peut pas ou on ne sait pas? Bah, oui, il y a sûrement des investissements qui dépassent parfois les moyens des gens. Par exemple, aussi dans le cadre du bien-être animal, où on leur dit, où la loi maintenant impose de faire des choses, alors qu'eux, ils disent, écoutez, maintenant, on a investi là, si on faut encore investir là. Certes, on a des primes, mais quand même, ça devient dur, quoi. Et aussi, je crois qu'il y a une certaine pression sur les agriculteurs parce que, oui, comme j'ai déjà dit avant, ils n'ont parfois pas la vie facile. Et si vraiment ils s'investissent et encore on les dévalorise, je crois que le moral aussi, il commence à baisser un peu. Donc, il y a peut-être un cercle vicieux qui peut s'installer et qui, à ce moment-là, va aussi faire qu'il y a beaucoup d'exploitations qui vont arrêter. Il y a, je crois, quand même des exploitations, je veux dire familiales peut-être, qui s'arrêtent plus tôt parce qu'ils n'ont plus de successeurs et les autres vont devenir plus grands pour produire assez. Peut-être, là, je ne peux pas dire si c'est seulement d'un côté économique ou si c'est vraiment parce qu'ils ont envie d'avoir plus, mais ce que je peux dire, on discute un peu là, moi je discute du Luxembourg, vous discutez de la France, donc, je connais des grandes exploitations et oui, je sais, on a sûrement des différences sur le point de vue, sur le point de vue des animaux, mais là vraiment, les agriculteurs, ils aiment leurs animaux, ils font ce qu'ils peuvent. Et je les comprends qu'ils n'ont plus envie d'être attaqués tout le temps, quoi. Moi, je peux pas imposer à quelqu'un comment il doit vivre, quoi. Et eux, ils ne le veulent pas non plus. Ils font tout ce qu'on leur dit, ils essayent. Et encore, c'est pas assez, c'est pas assez. Donc, je comprends bien que parfois aussi, pas seulement les investissements, mais le cadre, la situation commence aussi à faire peut-être qu'il y en a qui arrêtent. Vous pouvez entendre cet argument-là de dire que peut-être toute une profession paye parfois cher pour quelques brebis galeuses? Je dirais pas ça. Je dirais pas ça parce que, enfin, nous, sur les images qu'on montre, on montre un système qui est quand même généralisé et qui concerne le plus grand nombre d'animaux, plus la question sociétale, hein, de notre rapport aux animaux. Par contre, les éleveurs, en tout cas en France, hein, les statistiques sur les suicides, par exemple, enfin, elles démarrent à partir des années 60-70, c'est-à-dire justement à partir du moment où on a commencé à industrialiser les conditions d'élevage des animaux qui ont aussi été vécues de façon pas forcément très bien non plus par les éleveurs. Les éleveurs qui aiment leurs animaux, on peut l'entendre dans un certain nombre de cas, mais quand vous êtes à la tête d'un bâtiment dans lequel vous avez 30 999 poulets, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on est dans une relation avec les animaux qui permettent réellement de développer des relations individuelles avec chacun et de dire j'aime les animaux d'une certaine façon. Ça arrive, enfin, voilà, je vois on rencontre suffisamment d'éleveurs pour voir qu'il y en a qui sont réellement attachés à leurs animaux, qui vivent d'ailleurs très mal le moment où le camion arrive pour les emmener à l'abattoir et ça, ils le disent et d'ailleurs, ils sont très émus quand ils en parlent.
Donc oui, c'est une réalité aussi. Et justement, enfin, on est sur un système qui, globalement, rend y compris les éleveurs malheureux. Et ce qu'on propose comme modèle de société, c'est un modèle de société où on n'emmène plus les animaux à l'abattoir, où il peut exister des relations de coopération entre les êtres humains et les autres animaux. Voilà, voilà, des vaches qui entretiennent nos paysages. Voilà, ce sont des vaches qui sont en vie, ce ne sont pas des vaches mortes. Souvent, on nous dit oui, mais alors, si on arrête l'élevage, on n'aura plus d'excréments, on n'aura plus de. Enfin, c'est les animaux qui sont en vie qui font des excréments, hein. Ceux qui sont morts, ils produisent plus d'excréments du tout, quoi. Donc voilà, enfin, il y a vraiment des, une vision à travailler, à partager ensemble, de façon à sortir par le haut d'un système qui est néfaste pour tout le monde, finalement, y compris pour les Pour les éleveurs éleveurs. aujourd'hui, quoi. Et les ouvriers d'abattoir, n'en parlons pas, hein. 4 fois plus de risques d'accident du travail que les autres, des conditions de travail épouvantables. Voilà, enfin, je vous invite à lire le témoignage de Mauricio Garcia Pereira, qui a été un de nos lanceurs d'alerte pour l'abattoir de Limoges. Le choc post-traumatique, enfin, il a tout enduré, l'alcool, il peut témoigner de la drogue qui circule, etc., pour tenir le coup dans des conditions de travail qui sont absolument épouvantables aussi. Donc, c'est faux de dire que les défenseurs des animaux ne se soucient pas du sort des éleveurs ou des travailleurs de la viande ou des travailleurs, des pêcheurs, etc. C'est totalement faux. Nous, on est vraiment en tout cas pour L214, mais je pense que pour la majorité des gens qui se soucient des animaux, on est sur la question de la sentience, c'est-à-dire de la capacité à être heureux ou à être malheureux. Et c'est une caractéristique qu'on a en commun avec les autres animaux, qu'on a en commun avec les personnes qui sont aujourd'hui encore éleveuses, ramasseurs de volailles, ouvriers d'abattoir. C'est vraiment un nœud commun. Et vraiment, il y a des. En fait, pourquoi on montre ces images qui sont effectivement insoutenables? Parce que déjà, d'une part, c'est la réalité, et que d'autre part, juste quand on en parle, qu'on distribue des tracts, qu'on essaye d'aller à la rencontre des députés, alors qu'on n'a pas d'image, c'est ce qu'on a fait auparavant, on nous dit oui, mais ce dont vous nous parlez, c'est pas en France, c'est dans les pays de l'Est, ou alors c'est aux États-Unis, ou alors c'était il y a 50 ans, ça correspond pas à une réalité. Voilà, nous, ce qu'on amène, c'est la réalité ici et maintenant, de façon à ce qu'on ait un débat sur des faits justifiés, des faits éclairés, parce que on le voit bien, hein, les réponses qui nous sont faites, souvent on essaye d'esquiver, on voit bien les fuites de mails qui montrent bien qu'ils ont la même vision des choses que nous, au moins sur les infractions à la réglementation. Et oui, on a un système à faire évoluer tous et toutes ensemble, sans laisser personne sur le côté, c'est sûr. Un système qu'on doit faire évoluer à l'échelle nationale ou bien à l'échelle européenne? Parce qu'on voit ici, rien qu'en parlant en Belgique, France, Luxembourg, qu'il y a des différences, il y a aussi des points communs. Bon, on sait bien qu'on vit dans un univers, enfin un continent globalisé, avec de la viande qui vient d'autres pays, qui est transformée à certains endroits, conditionnée à d'autres. Est-ce que c'est l'Europe qui doit s'emparer maintenant réellement de toutes ces problématiques et servir de moteur pour un changement? Oui, oui, l'Europe, bien sûr, la France aussi, hein. La France, elle se vante souvent d'être le pays de la gastronomie, le pays, enfin voilà, on a Aux mille et une prétentions. 365 fromages. Voilà, exactement. Donc, on a cette responsabilité aussi en France, en Europe, mais partout dans le monde, hein. On appartient avec L214, en tout cas, on est les représentants français d'une coalition, l'Open Wing Alliance, par exemple. On fait partie de Eurogroup for Animals. Et effectivement, c'est des discussions qu'on a qui dépassent les frontières, effectivement, quoi. Alors aujourd'hui, on a une réglementation qui est européenne, et merci à l'Union européenne de faire avancer ce sujet, parce que si on avait attendu juste la France, je pense qu'on y serait encore. Il y a des avancées qui ont été faites. En France, grosso modo, quand même, on s'assoit quand même pas mal sur la réglementation, hein. On l'a encore montré cette semaine, nous, à l'abattoir de Blancafort, où on a des dindes qui arrivent à l'abattoir transportées dans des caisses qui ne sont pas conformes à la réglementation, une réglementation qui existe depuis près de 30 ans. Donc, honnêtement, en France, on n'est pas du tout en avance pour le moment. Mais
clairement, il y a des enjeux absolument majeurs et justement en Europe, la Farm to Fork Strategy insère pour une fois la question animale dans son plan, en tout cas dans sa vision, insère aussi le fait qu'il faille consommer moins de viande, moins de produits d'origine animale. Et ça, quand même, on commence à l'entendre dire. En France, par exemple, si vous regardez les recommandations qui nous sont faites pour limiter notre impact sur notre environnement, sur le climat, on nous recommande de prendre des douches à la place des bains, on nous recommande de prendre notre vélo à la place de notre voiture, mais jamais on nous conseillera de prendre le plat vegan à la place du plat à la viande pour l'instant. Donc, c'est ce qu'on attend demain. On a une ministre qui fait des efforts quand même. Barbara Pompili commence à parler de végétarisme, ce qui est une première pour un ministre de l'écologie en France. Et on parlait tout à l'heure de est-ce que c'est la France ou l'Europe, et évidemment c'est une question mondiale, enfin, c'est la question du mode de vie occidental qui est en train de commencer à taper en Inde et en Chine, où les gens veulent se mettre à manger de plus en plus de viande, et c'est ce mode de vie-là qui doit changer partout. Et là où c'est encourageant, c'est que le fameux soft power dont je parlais tout à l'heure fait son office et il vient de partout. Enfin, le film qu'on a vu ce soir, c'est quand même un réalisateur russe, main dans la main avec un producteur américain, ce qui montre que bien le fait que la cause animale est vraiment transpartisane, quoi. Transbloc, je sais pas comment on dit. Voilà. Et sur les employés d'abattoirs aussi, il faut lire à la ligne de Joseph Pontus, qui a été emporté par le cancer il y a quelques jours et qui a écrit ce livre-là seulement, qui est son premier roman et qui est d'une puissance hallucinante. L'Union européenne, en tout cas, elle est vraiment engagée, je trouve. Par exemple, hier encore, j'ai eu un webinaire avec Bruxelles où c'est vraiment une initiative pour End of Cage, pour l'abolition des cages pour les animaux en général, pour les lapins, pour les truies et donc pour les poules. Par contre, ici au Luxembourg, il n'y a plus de cages pour les poules. Ça n'existe plus dans les exploitations. Mais donc, dans l'Union européenne, ça existe encore et c'est vraiment un projet aussi qui est lancé. Et, comme toujours, ça prend du temps, mais c'est dans les têtes, oui, c'était déjà le deuxième dans quelques mois qu'on a eu là-dessus, sur ce sujet-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui bouge. C'est pas parce que, oui, peut-être les gens dehors ne voient rien qu'il n'y a rien qui bouge. Non, je suis d'accord. C'était surtout pour savoir s'il fallait faire plus encore ou autrement. Je me tourne vers la salle parce que j'ai toujours les spots dans les yeux et je pense qu'il y a des personnes qui sont désireuses de poser une question. Non ? Ah, voilà. Une question assez simple. Donc, les grands combats sont faits de petites victoires aussi. Quelles pourraient être, c'est une question que je pose distinctement peut-être pour la France et pour le Luxembourg, quelles ont été pour vous dans les décisions récentes, et notamment par exemple dans la loi qui a été votée donc, il y a 3 ans au Luxembourg, l'évolution pour vous la plus significative en matière de bien-être animal, et quel pourrait être pour vous le prochain chantier et la décision qui pourrait être la plus impactante? Est-ce que vous vous êtes fixé un nouveau cap? On a vu, donc on parlait de l'interdiction donc de la castration à vif. On parle, en dehors même du champ, même des animaux destinés à la production, c'est des choses très concrètes comme l'interdiction de vente de chiens-chats, par exemple, dans des animaleries. La chasse au renard a été interdite, il y a ce genre de choses. Donc là, on sort vraiment des animaux pour la consommation. Mais donc la disparition des cages est quelque chose. C'est que l'abattage rituel n'est pas pratiqué au Luxembourg. Quelle pourrait être pour vous la prochaine étape, le prochain challenge à court terme qui pourrait faire avancer la cause? C'est une question aussi qui se pose pour la France, puisque donc l'état d'avancement est un petit peu différent. Donc, est-ce que respectivement, voilà, vous êtes fixé un prochain palier à atteindre avec un objectif très concret pour arriver vers un objectif beaucoup plus lointain? Le tout premier, c'est la castration des porcelets. Donc, c'est un projet de loi et donc il faudra le finir. Et il y a aussi des réflexions, pas seulement des réflexions, mais vraiment déjà plus avancées pour arrêter la coupure des queues, des porcelets aussi, parce que c'est encore pratiqué. Et des dents donc, aussi. Des dents, des porcelets, ça va être interdit aussi. Des porcelets aussi. Ça, moi, ce que je sais, c'est vraiment pour le moment, c'était la queue. Et c'est aussi un débat sur les queues pour les coupures des queues parce que
c'est un manque parfois d'enregistrement de l'environnement des porcelets parce qu'ils n'ont rien à faire, quoi. Ce sont des animaux très curieux qui aiment fouiller, qui aiment découvrir, qui aiment faire beaucoup de choses. Et il y a quand même déjà aussi de fortes améliorations là-dedans, il faut le dire. Mais même, je dois dire aussi, il y a des exploitations où tout est là, dans le sens du possible, il y a des distractions et tout, et il y a un certain événement qui peut faire que ce lot-là va commencer à manger les queues. C'est donc toujours un certain équilibre, et ça arrive aussi chez les cochons qui sont dehors, qui sont à l'extérieur. C'est pas que un problème des cochons, des porcs qui sont... On le voit dans le film, à un moment donné, les petits qui essaient de se mordre la queue en jouant. Ouais, c'est ça. Là, dans le film, on voit aussi Gunda qui marche sur son petit, quoi. On voit vraiment qu'il va... Et puis ça part. Très Donc dur. on ne sait pas ce qui s'est passé. Après, on a 2 porcelets qui sont vraiment pas bien. Il y en a un qui boite. Une bonne blessure là et un autre qui boite devant et arrière, diagonalement. Donc après, il y en a 10 qui restent. Il y en avait 12 au début parce qu'on voit même des tétines de Gunda, qu'il y en a 2 qui manquent. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. À mon avis, ils ne sont plus là. Si maintenant ils sont morts d'eux-mêmes ou si vraiment le fermier il a dit bah, on va finir la souffrance, ce que moi j'aimerais mieux à ce moment-là. Alors, mais donc aussi dans ce point de vue-là et donc la nature, ça arrive quoi. Brigitte Gauthier, peut-être alors pour clôturer et répondre, le next step finalement pour vous, la prochaine ambition, ce sera quoi? Oh là là, mais il y en a tellement. Il y en a tellement, mais je crois qu'en France, on vise vraiment, dans un premier temps, essayer de soulager le maximum de souffrance sur la fin de l'élevage intensif, c'est-à-dire ces élevages qui laissent les animaux à l'intérieur, donc ça veut dire la fin des cages en même temps. Ce serait un minimum. Après, sur les conditions d'abattage aussi, vous avez parlé de l'abattage sans étourdissement. En France, c'est encore pratiqué. Il y a d'ailleurs l'OABA qui a lancé une campagne là-dessus. Donc, on a l'abattage sans étourdissement en France, on a l'abattage au dioxyde de carbone des cochons et on suspend les oiseaux avant même qu'ils soient inconscients. Donc, on a vraiment, en matière d'élevage, beaucoup de progrès à faire et on va voir les présidentielles en 2022, les régionales là en 2021. Pour les municipales aussi, on a fait des propositions et justement dans la commande publique, on a demandé à ce que les produits issus de l'élevage intensif ne soient plus dans la commande publique et puis issus d'un certain nombre de conditions d'abattage non plus. Et là où on avance, nous, finalement, le plus rapidement en France, c'est avec les entreprises, où là, on se tourne vers les entreprises et on leur demande à s'engager à ne plus utiliser les produits issus des paires pratiques. C'est ce qu'on a fait sur la question des œufs. Et effectivement, on est passé de 80% de poules en cage en 2008 à 47% aujourd'hui. Et en fait, les engagements vont jusque 2025. Donc, on peut espérer qu'en 2025, en France, l'élevage en cage, ce sera terminé. On fait le même travail là avec les poulets de chair. Voilà, il y a des discussions sur le broyage des poussins, puisque le broyage des poussins est fait en France, broyage des poussins et broyage des canetons. Donc, le broyage des poussins dans l'industrie de l'œuf, puisque les poussins mâles ne pondront pas d'œufs, même en bio, même en plein air, etc. Donc, quelle que soit la filière, il va y avoir le broyage des poussins. Et puis, pour le foie gras, ce sont les canetons femelles qui sont broyés à la naissance. Donc, vraiment, en France, on est à plusieurs dizaines de millions d'animaux, 50 millions dans la filière poule pondeuse, à peu près 15 millions dans la filière foie gras qui sont broyés comme ça dès la naissance. On peut espérer des progrès là-dessus. Il y a eu un engagement du ministère, mais en France, on est passé par une période où la question animale était complètement ignorée. Quand on a commencé en 2008, on pouvait éventuellement parler des chiens et des chats, à des déclarations. Oui, le bien-être animal, c'est important, c'est un truc majeur, mais aucune action. Après, on est passé par les annonces. On va faire, mais rien de concret. Et puis là, on arrive un petit peu concrètement dans des changements. Voilà, l'interdiction à terme là, des élevages de visons pour la fourrure, par exemple, la fin de l'enfermement des animaux dans les delphinariums, la fin des spectacles itinérants avec des animaux sauvages. Donc ça, c'est des choses qui commencent à avancer en France. Mais il a fallu mettre une énergie folle
pour obtenir ces quelques avancées-là qui concernent un nombre circonscrit d'animaux, alors que, voilà, en France, c'est un peu plus de 3 millions d'animaux par jour qui sont tués dans les abattoirs. Voilà, nous, ça tourne à plein régime quand même. Il reste de nombreux combats à mener. Donc, Tout à fait. j'avais encore beaucoup de questions dans mon petit carnet, mais malheureusement, on vit dans un Déjà monde fini où on vit dans un monde avec des masques, une distanciation sociale, mais aussi encore pour le moment un couvre-feu. Donc, on va devoir malheureusement s'interrompre là, je pense, pour respecter le timing. Mais d'un autre côté, ce qui est réjouissant, c'est qu'on vit aussi dans un monde où on sait maintenant à nouveau organiser des événements comme ce festival, comme cette soirée ce soir, avec du public dans la salle, et finalement un débat enrichissant grâce à vous par la suite. Donc voilà, merci beaucoup pour vos réponses, merci pour la qualité de vos analyses et merci d'avoir participé en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup.